On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 6e édition du Salon du bébé Lactéa, où on va parler, entre autres, bien sûr, d'allaitement. On va recevoir la directrice de l'organisme, mais également la porte-parole pour une deuxième année, la chroniqueuse du réseau TVA LCN, Marie-André Poulain, qui est une jeune maman elle-même, qui a une jeune fille d'à peine 16 mois. Mais d'abord, parlons de campagne électorale fédérale. Analyse avec l'ex-député de Saint-Jean à la Chambre des communes, Claude Bachand. Au cas où vous ne le sauriez pas, oui, nous sommes en campagne électorale au fédéral depuis des semaines, depuis des lunes. Certains diront même depuis la dernière année, puisqu'on est dans un système d'élection à date fixe. Bien évidemment, les partis, les chefs se sont préparés, si bien qu'on était en pré-campagne électorale depuis le printemps dernier, mais on est officiellement en campagne depuis le début août, pour un scrutin qui va se tenir ultimement le 19 octobre. Bon, vous le savez, la semaine dernière, on a reçu à tour de rôle les 4 principaux candidats dans le comté de Saint-Jean. On les avait également reçus au moment de la pré-campagne au printemps, mais question d'avoir un éclairage, disons, un peu plus distant de cette campagne électorale. Avec nous pour en parler, l'ex-député fédéral de Saint-Jean de 1993 à 2011, Claude Bachand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Est-ce que la campagne électorale vous manque? Bien là, disons que j'ai passé à autre chose. Je suis plutôt en mode amusement pendant l'été. Alors, je fais beaucoup d'activités, mais toutes des choses que j'aime. C'est sûr que j'ai toujours aimé faire des campagnes électorales, mais c'est beaucoup plus accaparant. Alors, pour l'instant, je suis bien dans mon siège. Qu'est-ce que ça change d'avoir une élection à date fixe? Et qu'est-ce que ça change aussi d'avoir une campagne électorale qui dure des semaines et des lunes, là? Bien, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, pour les partis qui ne sont pas établis au gouvernement. C'est sûr que le gouvernement, on sait que le Parti conservateur, lui, a beaucoup d'argent. Alors donc, c'était évident que la tactique de M. Harper, c'était de faire une très longue campagne pour essouffler le plus possible les autres partis politiques. Mais vous savez, j'ai fait beaucoup de campagnes électorales et je peux vous dire qu'il y a une chose qui est permanente dans les campagnes électorales, c'est l'imprévisibilité. On sait quand on commence où on est, puis on ne sait pas où ça va finir 77 jours après dans ce qui concerne la campagne actuelle. On peut déjà voir des tangentes majeures, là, le déclin du NPD. Je trouve que le Parti conservateur dans le reste du Canada augmente. Ils sont même en tête des sondages, chose qu'on n'aurait peut-être pas dit au début de la campagne. Et voilà qu'il arrive tous ces imprévus-là. Qui aurait dit que le NICAB serait un enjeu électoral majeur? Même les conservateurs l'avaient-ils prévu? Je pense que non. Je pense que non. Ça a déboulé rapidement, puis en plus, tout le monde concède que c'est pas un enjeu majeur, ça. C'est pas l'économie, c'est pas l'assurance chômage, c'est pas les relations. Oui, puis mais je pense que tout le monde concède cependant qu'il y a un principe, là. Oui, mais il y a un malaise aussi, un gros malaise vis-à-vis l'islam. Les gens, aujourd'hui, avec les moyens de communication, voient immédiatement ce qui se passe et ils voient ce qui se passe en Europe et les reportages ne sont pas tout le temps réjouissants. Et ils ont peur que ça se transmette ici. Ce qui est un peu curieux dans cette campagne, et pourtant, on se dit, un gouvernement qui est là quand même depuis presque 10 ans, donc, puis on l'a vu, là, plusieurs ministres là, qui ne se représentent pas, donc on voit qu'il y a comme un essoufflement, mais en même temps un renouveau au Parti conservateur, mais c'est toujours M. Harper qui en est le chef et le premier ministre. Et là, oui, il y a eu la crise des migrants syriens qui a été au désavantage du Parti conservateur. Les gens trouvaient que M. Harper n'était pas très, très empathique. Puis ça a avantagé peut-être le NPD, le Parti libéral. Mais là, toute l'histoire du NICAB est en train de se revirer de côté. Que le Parti libéral y soit favorable, certains diront que c'est dans l'ADN de M. Trudeau et du Parti libéral. Ouais. Mais le malaise, il est plus perceptible du côté du NPD. Oui, mais même que d'autres malaises, à mon point de vue, au NPD, qui vont aussi loin que le NICAB, je pense entre autres à leur virage vers le centre et qui s'en vont dangereusement vers la droite. Quand vous dites que Thomas Mulcair ou Tom Mulcair, je ne sais pas comment l'appeler, là, des fois il paraît qu'il y en a un qui parle à l'autre et vice-versa. Bien, écoutez, quand tu dis que tu es d'accord avec un plan d'austérité, j'aurais jamais cru entendre ça un jour du NPD. C'est comme si le NPD, finalement, s'est recentré, puis c'est le Parti libéral de Justin Trudeau qui est plus à gauche. Oui. Dans la perception, j'entends. Là. Oui, et puis les gens de la gauche commencent à quitter le bateau, là, puis il y a d'autres choses, là, le pipeline qui va passer au Québec. Qui aurait cru que
Le NPD, c'est vrai qu'on a eu une nouvelle première ministre en Alberta, NPD, puis elle, naturellement, est pour les sables bitumineux. Mais de là à ce que le NPD national adopte une attitude comme il a adopté sur les pipelines, c'est difficilement explicable, puis je pense que c'est à leur désavantage. Là, on est à moins d'1 mois du scrutin. Est-ce que vous pensez honnêtement que l'histoire du NICAB, ça va traîner jusqu'à la fin ou si ça va finir par finir? Là? Est-ce que... Bien, il y a des gens comme le Parti conservateur et le Bloc vont certainement travailler très fort pour que ça traîne jusqu'à la fin. Puis ils vont forcer des choses, j'imagine. Mais pour ce qui est du NPD et du Parti libéral, ils sont très mal pris sur cet enjeu-là. Et vous l'avez dit aussi, Trudeau n'est pas plus sorti du bois parce qu'il est piégé, lui, dans l'héritage de son père puis la Charte des droits et libertés. Au Québec, et dans un comté comme Saint-Jean, comté très francophone, qui est souvent à l'image de la tendance, on l'a vu, quand le Bloc québécois avait, je ne sais pas, moi, disons 40 du vote au Québec, ici dans le comté, c'était 45, puis 47, puis on l'a vu avec le NPD aussi, à la dernière élection en 2011, avec la vague orange. Ça va se traduire de quelle façon au Québec et dans le comté de Saint-Jean, cette élection? Bien, pour l'instant, moi, je dis qu'il n'y a pas aucun des 3 partis majeurs, puis même 4, là, parce que j'ai vu que le Bloc était à 20 ce matin, puis les conservateurs à 21, je pense. Alors, c'est une course à 4 encore au Québec, alors que dans le reste du Canada, ça semble être devenu une course même à 2 seulement. Mais même ici, dans le comté de Saint-Jean, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'était une course à 4? C'est difficile à dire. Écoutez, sur le terrain, moi, ce que j'entends, c'est que on connaît Marotte, on ne connaît pas M. Ortiz, on connaît M. Rioux, mais on connaît aussi M. Rioux qui a changé sa veste à plusieurs reprises. Puis le nouveau M. Quintal, pour lui, pour le monde, c'est un extraterrestre. Quinta. Ah, bon, j'ai une déformation québécoise. Alors, non, M. Quinta, lui, il n'est pas connu du tout. Et puis... c'est difficile à dire comment la statistique nationale de chaque parti se reflète dans un comté. Est-ce que les gens votent stratégique ou ils votent avec leur conviction? Parce que là, on se dit, oui, mais l'objectif, c'est de défaire les conservateurs. Puis même plusieurs souverainistes disaient, bien, regarde, ça va passer par le NPD, puis c'est de même que ça va aller. Mais est-ce que vous pensez que le 19 octobre, les gens vont voter stratégique ou ils vont voter par conviction? Bien, stratégique, j'ai souvent fait beaucoup de discussions là-dessus. Puis je trouve que quand tu as des convictions, comme moi, j'ai toujours mes convictions, moi, c'est sûr que je vais voter pour le Bloc québécois. Alors, mais les gens qui vont commencer à jouer, bien, pour défaire, parce que c'était ça là, au début de la campagne, on défait Harper. Mais là, à cette heure que les gens constatent que le NPD n'est pas en mesure de faire ça, ils vont-tu voter autrement ou s'ils vont revenir à leurs convictions? Moi, j'ai toujours dit que quand tu es convaincu, tu gardes ta ligne contre vent et marée, puis s'il faut que tu subisses la défaite, tu vas mourir au champ d'honneur, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu un réel effet du CEP? Parce que la perception populaire, c'est de dire, bon, bien, le Bloc est vraiment dans le trouble là, quand tu es obligé de ramener le même chef qui avait pris sa retraite. Dans la perception populaire, c'était pas gagnant-gagnant. Mais là, est-ce qu'on constate qu'il y a eu un effet du CEP? Est-ce qu'il est en train de sauver les meubles? Va-t-il réussir à faire élire quelques députés? Bien, écoutez, moi, je pense qu'il y en a eu un effet du CEP, mais dans les premières semaines où il a tenté, où il dit je reviens. Après ça, là, vous conviendrez avec moi que ça a tombé là, de 28 à 17 Là, si ça revient, est-ce qu'on peut dire que c'est à cause du CEP? En partie, oui, parce que je pense que dans les débats, il se démarque de façon remarquable. Mais est-ce qu'on veut avoir du CEP? Est-ce qu'on va voter pour Gilles Duceppe? Je ne suis pas sûr. C'est plutôt par conviction que les gens vont retourner au Bloc québécois, je pense. J'ai vu un reportage de Radio-Canada, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un bastion souverainiste. Et je voyais en plein reportage un paquet de souverainistes qui disaient « Ah, bien, la souveraineté, écoutez, le Bloc, on l'a essayé pendant 18 ans, puis là, on est passé à autre chose. Puis de toute façon, si un jour le PQ est élu au Québec, c'est pas avant 3 ans. Donc là, et je voyais plusieurs souverainistes là, de conviction qui disaient « Bien, moi, je vais voter NPD. » Oui, vous avez raison. Mais ça me peinait, moi aussi. Ça me peinait énormément parce que, tu sais, je veux dire, on tourne en rond dans la Fédération canadienne, le Québec, depuis à peu près 150 ans. Alors, il faut, à un moment donné, se rendre à l'évidence que ça ne peut pas marcher. Puis nommez-moi n'importe quel chef de parti qui va être nommé premier ministre, qui va être élu premier ministre, là, puis il n'y aura rien de changé. C'est sûr que les intérêts du Canada anglais, qui sont 3 fois plus nombreux que nous, quand c'est le temps de gagner des votes,
Bien, si le Canada anglais dit que c'est rouge, c'est rouge. Si le Québec dit que c'est bleu, bien, on ignore le Québec. Ici, localement, moi, il y a quand même une chose qui me frappe pour cette élection. Puis moi, personnellement, je ne considère pas Hans Marotte ou même Stéphane Guinta, qui a habité Saint-Jean très, très, très longtemps, je ne les considère pas comme étant des parachutés parce qu'ils connaissent les enjeux, ils connaissent la région, ils connaissent quand même les acteurs de la politique. Donc, pour une rare fois, puis même vous l'avez vécu, là, vous avez eu des adversaires parachutés là, qui ne connaissaient pas les dossiers. Là. Non. Au moins, cette fois-ci, on a 4 candidats qui connaissent les enjeux, qui sont capables de s'exprimer, là. Oui, mais celui qui va être élu va devoir se soumettre à la discipline du parti. Puis même pendant la campagne électorale, je peux-tu vous dire qu'il y a plusieurs candidats qui ont déjà quitté les rangs de plusieurs partis parce qu'ils ne suivent pas la ligne de parti. Encore aujourd'hui, il y a une dame, Landreville, je crois, du NPD, qui s'objecte au NICAB. J'ai hâte de voir la suite des choses. Alors, vous savez, un candidat local, là, c'est important pour les gens dans le milieu, sa présence, être là, bien véhiculer ce qu'il pense. Mais des fois, quand on arrive dans un caucus puis que ce n'est pas la ligne du parti, bien là, tu es obligé de tricoter pour essayer de plaire à tout le monde. Là. Quand il y a une vague, il y a une vague. Nonobstant le candidat qui est là, on le sait. Exact. Par contre, dans une élection serrée, où ça se gagne par quelques centaines de voix, le candidat et l'organisation locale fait une différence. Oui, c'est 10 la statistique, maximum. Ici, localement, quelle est l'organisation qui est la mieux structurée? Oh, je vous avoue que je ne le sais pas du tout. Je trouve qu'il y a des sorties de presse assez intéressantes. Puis ça, c'est souvent c'est le butin de la guerre, les sorties de presse, parce que c'est là que vous êtes très important, les médias. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas véhiculer le message. L'autre aspect, c'est la présence. Moi, je me fais dire que M. Marotte fait une bonne campagne parce qu'il va beaucoup aux portes. Moi, ça a toujours été ma recette. Il est visible aussi au niveau national, parce que le national le réclame pour des entrevues à Montréal. Oui, un peu comme M. Boulris à l'époque, l'été, à la dernière campagne. Alors oui, ça lui donne une couverture nationale, donne toujours... on disait souvent, nous, qu'un clip de 15 secondes à la télévision nationale, ça vaut 10 000 portes. Fait que, tu sais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, il est avantagé de ce côté-là, mais il n'est pas à l'abri non plus de la descente du NPD. Ouais. Alors, dans le cas de M. Rioux, lui, quand même, qui travaille à temps plein sur sa campagne, il y a même eu une convention chez les libéraux fédéraux dans la région, là, avec son opposante, Mme Labrec. Bien sûr, bien sûr. Donc, il travaille le terrain à temps plein depuis longtemps. Oui, mais il y a des gens qui ont une certaine notoriété. Bien que je n'appuie pas M. Rioux dans le choix qu'il a fait de sa vie politique, les gens le connaissent. Il était maire, il était député aussi à l'Assemblée nationale. Alors, ces gens-là, ça a un avantage pour eux. Maintenant, il y a tellement de facteurs qui jouent sur la décision de l'électeur. C'est difficile de savoir comment ça va tourner au moment où on se parle. M. Guinta, qui est directeur des ressources humaines à la ville de Châteauguay, qui a habité Saint-Jean longtemps, on le sait, la semaine dernière, il y avait la visite du ministre Blaney. Oui, j'ai entendu ça, oui. Et il a profité de cette conférence. À ce qu'on aille tous voter avec un cagoulé, masque. Oui, c'est ça. C'était un peu de tourner le truc du NICAB un peu à l'extrême. Il a dû se faire abrouer parce que c'était pas ça l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'était l'annonce de ce que je réclamais depuis des années, d'ailleurs, un cours universitaire au Collège militaire. Et en terminant, qui est Denis Urtubise? Bon, il s'est présenté aux dernières élections municipales comme conseiller contre Yvan Berthelot dans NDA. Bon, il a été battu, mais il se présente candidat du Bloc québécois. Est-ce qu'il est un peu moins connu? Est-ce que... Bien, c'est sûr qu'il est presque pas connu. Dans le fond, il faut quand même se rendre à l'évidence. Je ne vais pas y lancer la pierre en disant ça, là. Mais je veux dire, c'est un très bon organisateur qui faisait sortir le vote pour le Parti québécois et le Bloc québécois, même s'il n'a pas fait beaucoup pour le Bloc les dernières années. Mais il est loin d'être connu. Il n'y a pas la notoriété des autres. De Rioux et de Marotte, là. Surtout. Hein. M. Quinta, lui, je ne le sais pas. Vous me dites qu'il est déjà resté à Saint-Jean, je ne le savais pas. Je suis content de l'apprendre, par exemple, parce que je fais des chroniques dans mon Facebook. Bon, et je vais commencer les candidats locaux demain, d'ailleurs. Bon, et là, en terminant, je vais vous souhaiter quand même mes condoléances pour la destruction de la cage au sport. Oh. Je sais que vous étiez un adepte. Ah oui, là, on est en deuil. Vous aviez presque un bureau. On est en deuil et je ne sais pas où on va aller consoler notre peine bientôt. Là. Les hockey commencent. Là. C'est ça. Ouais. Claude Bachand, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du salon du bébé Lactea qui va se tenir d'ailleurs en fin de semaine, samedi 3 octobre, à la Polyvalente Armaresco.
divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Dans quelques jours, samedi, le 3 octobre, de 9h30 jusqu'à 15h, à la polyvalente Armand-Rasco à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la tenue du 6e Salon du bébé Lactéa. Avec nous, deux invités pour en parler. D'abord, la directrice de soutien Lactéa, Nathalie Letourneau. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Marie-André Poulain, qui est la porte-parole du Salon du bébé Lactéa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, Lactéa existe depuis plus de 30 ans, même près de quoi, 35 Près ans? de 35 ans, oui. Vous aidez beaucoup de femmes. On fait aussi un peu, on parle beaucoup d'allaitement. Donc, parlez-nous un peu, un résumé de l'organisme et des activités que vous tenez dans une année. Oui, sa principale mission, en fait, c'est le soutien à l'allaitement, c'est le soutien à l'adaptation à la vie avec un nourrisson. Donc, ligne téléphonique, activités toutes les semaines sur café rencontre, mamans qui ont besoin de sortir. On sort de l'isolement, on demande... en fait, tous les services sont gratuits. Les activités mensuelles sur le portage, en particulier les porte-bébés, qu'on voit beaucoup dernièrement. L'alimentation, on parle de psychologie, on parle de sommeil. Donc, on donne beaucoup d'informations aux nouveaux parents. Nous, on parle de nouveaux parents, on parle beaucoup de nouvelles mamans, mais qui sont nos principales consommatrices. On inclut les papas aussi. On inclut les papas parce qu'ils sont présents, ils sont beaucoup impliqués maintenant là, dans la maternité et paternité. Bon, soutien Lactéa, 35 ans d'existence. Le défi allaitement, lui, en est à peu près à sa 9e année. Mais le Salon du bébé, lui, en est à sa 6e édition. Expliquez-nous un peu la logique qui a voulu en sorte que vous avez mis sur pied le défi allaitement, qui est devenu au travers ça un Salon du bébé. Oui, bien en fait, le défi allaitement, 9 ans. Donc, première année qu'on avait fait ça, on était en avant de l'hôpital, on avait une vingtaine de mamans. On était contents, mais un petit peu, genre, il y a bien plus que 20 mamans qui allaitent à Saint-Jean. Il faut aller les chercher. Comment on va les chercher? Bien, il faut être ingénieux parce qu'il faut attirer la population. Il faut que ça soit intéressant aussi. Parce que le défi allaitement, ça dure 5 minutes. À 11 heures, on compte, on fait le décompte de 10 à 0, bébé au sein. C'est terminé. On s'applaudit, on a des prix de présence, mais là, en même temps, on veut que ce soit une célébration. Fait qu'on on a mijoté un peu, puis le Salon du bébé est venu dans nos idées. Marie-André, oui. Comment es-tu arrivée là-dedans, toi? Bien, c'est Nathalie qui a pris contact avec moi et j'étais tellement contente. J'avais pas accouché encore. Non. Il me semble que non. J'étais enceinte et tout de suite, j'ai accepté. Parce que pour moi, l'allaitement, c'était une évidence. C'était même pas une question. Moi, je me suis dit, je veux avoir le sentiment de donner le meilleur de moi à mon bébé. Je connaissais les bienfaits. Je n'avais pas lu des livres et des livres. Moi, des fois, j'écoutais des mamans dire « Ah, j'ai lu des livres sur l'allaitement, des livres sur ci, des livres sur ça. » Puis moi, je me disais « Oh mon Dieu, j'ai pris des informations à droite et à gauche, mais je ne m'étais pas documentée de façon exhaustive et très, très précise. » Mais justement, j'ai pris des informations auprès de Nathalie, à savoir comment ça devait se dérouler, puis tout ça, parce que, bon, tu sais, une fois qu'on est à l'hôpital, le bébé vient au monde, là, il y a toutes sortes d'intervenants, on nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, puis on a beaucoup de soutien aussi. Les gens qui sont là, les infirmières, viennent nous voir pour s'assurer que, bon, on part du bon pied. Mais après ça, quand tu te retrouves à la maison, là, c'est pas évident. Il y a plein de questions qui nous viennent. Des fois, les livres, c'est plus ou moins précis. On ne sait pas trop où aller chercher nos ressources. Alors, j'ai fait appel à Nathalie à plusieurs reprises. Et pour moi, pour en revenir à la question, je suis partie loin, pour moi, c'était une évidence d'accepter. Mais, Nathalie, pourquoi vous l'aviez choisi? Comment son nom est-il arrivé sur le tapis? C'est une question de contact, pour être honnête. C'est des personnes communes à qui on connaît, dans le fond, qu'on connaît dans le métier, puis qu'on dit « Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait t'intéresser à... » Puis on a eu quelques noms. Fait que moi, j'ai contacté Marie-André, puis ça a été, c'était rapide. Et là, toi, tu as une petite fille?
J'ai une petite fille de 16 mois maintenant. 16 mois. Oui. Est-ce que tu l'allaites encore? J'ai arrêté il y a quelques mois, puis c'est même pas moi qui ai voulu arrêter. C'est ça le pire. C'est qu'à un moment donné, C'est avec qui? la C'est le bébé ou le garderie... papa? C'est bébé. Non, non, c'est pas papa. Papa n'a rien à voir là-dedans. Non, non. Moi, Ouais. j'étais super contente parce que, Ouais. tu sais, l'allaitement s'est bien passé. Au début, ça n'a pas été nécessairement évident. J'ai été hospitalisée 2 fois. J'ai eu une mastite, qui est une infection au sein gauche. Fait que là, je me suis retrouvée à l'hôpital une première fois avec des antibiotiques. Puis là, ça semblait s'être stabilisé. On m'a retourné chez moi, mais même pas 24 heures plus tard, les syndromes ont recommencé. Et là, je suis retournée voir le médecin, c'est que les antibiotiques n'avaient pas fonctionné. Donc, hospitalisée une deuxième fois. Fait que 2 fois en une semaine, ça commençait d'une façon un peu chambranlante, disons, mon Et affaire. qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Ben, c'est ton premier Oui. bébé. Donc, tu l'as allaité pendant quoi? À peu près 1 an? Ça va Un faire peu ça? plus qu'un an, peu 1 plus an qu'un et 3 Bon. mois. 1 an et 3 mois. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? Qui, pour toi, au départ, était une évidence, oui, sur le Oui. plan philosophique, là, mais après ça, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on l'a exercé, Moi, je suis tellement contente d'avoir fait ça. Je trouve que c'est la meilleure chose qu'on ne peut pas donner à son enfant et s'offrir aussi à soi-même. Parce que c'est des moments privilégiés avec son bébé. C'est des anticorps. Tu sais, les bienfaits, ça a été prouvé. Là, Nathalie pourrait nous les énumérer en long et en large, et pour le bébé et pour la maman. Et c'est super simple. Tu n'as pas besoin de préparer des bouteilles. Puis, tu sais, les préparations, c'est pas mauvais du tout. Mais, tu sais, le lait maternel, ça vient naturellement. C'est pour le bébé. Moi, je trouve que le corps humain est vraiment super bien fait. l'événement qui est le salon du bébé à Lactéa, dans lequel, évidemment, il y a le défi allaitement, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que, bon, l'an passé, vous avez quoi? 800 visiteurs? Oui. C'est beaucoup de monde pour un événement comme celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme kiosque, comme exposant, qu'est-ce qu'on retrouve? On essaie le plus possible de trouver des gens de la région, donc des commerçants. Fait qu'on va trouver principalement des commerçants qui font affaire avec du 0-5 ans. Donc, on a les boutiques, dans le fond, Bélibédène, qu'on connaît bien à Saint-Jean, le Défi Vert, qu'on connaît bien aussi, le Petit Cocon, qui sont des commerces bien installés au niveau de tout ce qui est 0-5 ans à Saint-Jean. On a des professionnels de la santé qui sont là, des chiropraticiens. On a des infirmières. On a aussi toutes sortes d'organismes communautaires. Les organismes communautaires familles sont sur place. Donc, on parle de Jeunes mères en action, on parle de Famille à cœur, Lactéa, bien entendu, qui sont là. On a cette année Chemin d'Api, qui est un projet de la table de concertation en périnatalité. Lactéa en fait partie de cette table-là, fait partie du projet Chemin d'Api aussi. Donc, c'est intéressant. C'est des activités qui se passent pour l'instant dans les parcs, dans les cuisines pour les 0-5 ans. Donc, on trouve vraiment une multitude de services pour la population, des petits bijoux à découvrir aussi au niveau des artisans qui sont locaux. Est-ce que ça change quelqu'un, la maternité? Ben oui. Ça change quelqu'un, ça change une vie aussi. Ça, c'est sûr. C'est pas évident. Moi, j'en ai une fille qui est fantastique, tu sais, à tous les niveaux. C'est un bébé facile. Mais des fois, je pense aux gens là, qui en ont 3 puis 4, puis qui sont seuls, les mamans monoparentales. C'est de l'organisation. Parce que là, j'ai repris le travail entre-temps. Et moi, c'était super important pour moi de poursuivre l'allaitement. Tu sais, souvent, on dit 6 mois d'allaitement exclusif. Donc, avant d'intégrer les céréales, les fruits, les légumes, la viande et tout ça. Mais, tu sais, moi, le 6 mois, j'ai dit, bien, c'est parfait, je vais faire le 6 mois exclusif. Mais après ça, je vais continuer. Et j'ai continué. Et malgré le retour au travail, j'ai réussi à conserver l'allaitement comme avant, à tirer mon lait, à apporter les bouteilles à la... Tu sais, c'est de l'organisation, ça aussi, il faut y passer. Puis je travaille aussi de nuit, matin, la fin de semaine à LCN. Bien, je me levais à 3 heures du matin, puis je tirais mon lait à 3 heures du matin. Fait qu'il y avait une belle bouteille de lait frais pour la petite au réveil. Fait que, tu sais, tout ça pour dire qu'il y a il y a toutes sortes de moyens, il y a toutes sortes de façons de faire pour maintenir l'allaitement malgré le retour au travail. Ça se fait. Et en ça se quoi fait un bien. salon du bébé comme celui que tu as connu aussi l'an passé, parce que tu étais aussi porte-parole, en quoi c'est utile pour les parents, pour les mamans, un événement, une activité comme celle-ci? Moi, je trouve ça fantastique parce que, de un, le défi allaitement en soi, c'est tellement beau. Pour l'avoir vécu, là, pour la première fois l'année passée, de voir toutes ces mamans-là avec les bébés, mettre le bébé au sein au même moment, tout le monde en même temps, il y a quelque chose de super émouvant là-dedans et de très, très beau.
Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir une maman, justement, allaiter son bébé, lui donner le meilleur d'elle, comme j'ai dit tantôt. Ça, je trouve que c'est super. Et bien, il y a plein de kiosques. Donc, on fait le tour, on rencontre d'autres mamans, d'autres parents. Il y a des activités pour les jeunes. Il y a la Reine des Neiges qui va être là cette année. Fait que les plus grands, là, qui sont des fanatiques de la Reine des Neiges, puis les parents qui aiment ça aussi, bien, pour en profiter. Là, Nathalie, est-ce que pour le thème de cette année, est-ce que vous vous êtes inspiré du vécu de Marie-André, c'est-à-dire que l'allaitement et le retour au travail, c'est possible? C'est possible, tout à fait. Bon, je n'ai pas inspiré. Ça tombait bien, comme j'expliquais aussi, Marie-André a fait un retour au travail, donc ça tombait bien qu'elle se revienne comme porte-parole. C'est le thème qui est proposé par la WABA, qui est une organisation mondiale pour la santé, l'allaitement aussi. Donc, nous, on s'inspire de ce thème-là, puis ça tombait cette année que c'était dans la bonne thématique pour recontacter Marie-André. Et puis, c'est pour ça qu'on a choisi le thème. Bon, on dit aussi que quoi, à l'été, pardon, en moyenne, on essaie de quoi? De garder un 2 ans là, dans les recommandations? Si ça, on veut, prend les l'OMS, recommandations, c'est ça. L'Organisation mondiale de la santé, tout ce qui est Santé Canada va émettre les mêmes recommandations, 6 mois exclusifs et jusqu'à 2 ans et au-delà. Et au-delà? Et au-delà, la population mondiale allaite en moyenne 4 ans. Ce qu'on trouve, oui, ce qu'on trouve comme ici, en Amérique du Nord, dans l'Occident, c'est beaucoup moins que ça. Donc, l'enfant, le bébé humain, est fait pour être allaité 4 ans de temps, en moyenne. Je savais même pas ça. Je l'apprends en même temps que vous autres. Bien, à vous deux, merci infiniment. Bien, merci. Donc, le rendez-vous est lancé, c'est bientôt. Donc, c'est ce samedi 3 octobre, 9h30 à 15h à la polyvalente Armand-Esco, salon du bébé et Lactéa, puis le défi allaitement qui, lui, va être à 11h le matin. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci. 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 Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Journée porte ouverte organisée par la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean pour ces 2 bâtiments, celui du 150 de la rue Laurier dans le Vieux-Saint-Jean et l'autre qui est un centre de vêtements, le 747 de la rue Saint-Jacques. Donc, ça se tient jeudi, donc demain, le 1er octobre, entre 18 et 20 heures. Entre-temps, on vous invite bien sûr à regarder l'émission Saint-Jean sur Richelieu pour résumer les travaux du conseil municipal et surtout le télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. On est là demain. Bye bye.